bonsoir et bienvenue sur Camdis TV, la chaîne républicaine qui a bien voulu accorder cette plage horaire à la diaspora pour qu'elle soit essentiellement dédiée à la diaspora. Avec près de 7 millions de Camerounais hors de nos frontières, la diaspora est une valeur sûre pour notre pays, bien que mal explorée pour nos collectivités, pour faire respirer nos collectivités locales. En juillet 2005, le président de la République avait créé la division des Camerounais à l'étranger, division logée au ministère des Relations extérieures. Elle a depuis été transformée en direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun. Cette abondante diaspora envoie chaque année près de 230 milliards de francs CFA, soit 0,9% du PIB. Écoutons l'extrait du président de la République à propos de cette diaspora. La construction nationale est une affaire de tous. Elle exige un esprit de concorde et de tolérance entre les citoyens. Je vous invite donc à cultiver cet esprit en tout temps et à prendre fait et cause pour la paix afin de ne pas gaspiller les opportunités que votre pays met à votre disposition. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun. Aussi, le gouvernement entend-il, au cours de cette année, soutenir davantage l'initiative d'appel à projet lancée pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays. Cet ambitieux programme devra, à terme, encourager celles et ceux parmi les jeunes qui souhaitent à revenir investir au Cameroun et à intégrer de façon durable le tissu économique national. Pour cette première émission, nous avons l'honneur de recevoir cette diaspora qui est venue de Belgique, mais qui existe au Cameroun depuis 7 ans à travers l'association Les Enfants Monique, les Fous du Cœur, pour implémenter sur le terrain une série d'activités humanitaires. Avec moi, le président, M. Jules Château. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, M. Nicolas et M. Nicolas Abena, et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions et nous avons l'honneur de vous accueillir pour cette première émission Diaspora qui est dédiée à la diaspora ainsi que les activités qui l'entourent. À ma gauche, Monsieur Hervé Amiafo, c'est ça? Je prononce pas mal. Tout à fait. Vous êtes pharmacien et membre de l'association. Merci pour l'invitation. J'ai l'honneur d'être entouré par vous pour cette grande première et surtout que vous êtes au Cameroun depuis peu pour implémenter une série d'actions. Les Enfants Monique, c'est un coup de cœur. Qu'est-ce qui a prévalu la création de cette association? En fait, l'association des Enfants Monique, les Fous de Cœur, c'est une association qui est partie d'un drame qu'on a eu dans notre société. C'était le 12 mars 2016 du côté de Douala, à l'hôpital à Quintini, une dame qui s'apprêtait à donner naissance à des jumeaux par manque de moyens, par manque d'un bon suivi de grossesse. Elle a perdu la vie et a été éventrée par l'une de ses sœurs qui essayait de sauver le bébé dans son ventre dans un geste de désespoir total. On se rappelle de cette histoire de Monique. Alors, les images de ce drame-là ont fait le tour du monde parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones Android, on peut tout filmer. Bon, les images ont fait le tour du monde. Nous, on a regardé ça depuis la diaspora. Tout le monde était choqué. Ça a suscité une indignation massive, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. Et nous qui avons la chance, je peux dire, d'être dans des sociétés un peu plus développées que la nôtre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice? Il y a Nick Gleason qui disait que la réussite, c'est une accumulation d'échecs, d'erreurs, de faux départs, de confusion et de la volonté de continuer malgré tout. Le drame, il est là, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas revenir en arrière, mais quelles leçons on peut en tirer? Comment on peut faire pour transformer ce drame-là, pour que ce soit
en étant un drame dans l'histoire de notre pays, que ce soit aussi le départ de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'exceptionnel. Alors, puisqu'il y a souvent des drames, on s'indigne, on manifeste de fois même, on accuse X ou Y, mais après on oublie le drame. Nous sommes dit, on va créer une association pour honorer sa mémoire, pour que ce drame ne soit pas oublié, parce que pourquoi on se rappelle ce drame? Parce que quand on se rappelle du passé, on en tire des leçons et on se bat pour que ça n'arrive plus. Donc on a donc créé l'association pour honorer sa mémoire et combattre la mortalité maternelle, ce que nous faisons déjà très bien, à travers un programme qu'on a mis sur pied qui s'appelle le plan Monique, toujours en référence à cette dame-là. Le plan Monique, c'est un protocole de suivi, de prise en charge et de toute femme enceinte en difficulté financière et de scolarisation de tout enfant écarté du cycle scolaire, parce que la sous-instruction est l'une des causes de la mortalité maternelle. Alors, Monsieur Hervé, vous êtes membre de cette association, vous êtes pharmacien. Au moment où vous êtes contacté pour être membre de cette association, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Alors, il faut se dire que le drame de Monique était quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'une personne qui meurt devant un hôpital en essayant de donner la vie, ça interpelle tout le monde. Alors, à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on va rester là, observer la scène et ne rien faire? On se dit non, il faut agir. On ne peut pas tout le temps se plaindre et ne pas agir. Et donc c'est pour ça que quand Jules m'a contacté, tout de suite je lui ai dit que j'étais d'accord et je l'ai suivi et jusqu'à aujourd'hui on continue de travailler ensemble et on continue de faire ce qu'on a toujours eu à faire, essayer de réparer les drames que la société inflige à nos populations. Alors, essayer de réparer les drames que la société inflige, pour vous, quels seraient ces drames? C'est-à-dire que quand vous regardez en fait Monique par exemple, elle est une victime en fait. C'est-à-dire que à première vue, quand on est enceinte, c'est censé être quelque chose de joyeux, c'est censé procurer du bonheur, donner de la vie, mais quand à la fin on meurt, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est la société dans laquelle nous vivons qui ne met pas sur pied qui n'a pas mis sur pied un système qui est capable d'aider ces femmes-là. Et donc nous, on se dit, voilà, nous on peut réparer ça, on va le faire. Surtout que, Hervé, quand on regarde le taux de mortalité maternelle au Cameroun, par exemple, nous avons entre 12 et 15 femmes qui perdent la vie tous les jours au-dessus d'une grossesse ou d'une maladie, ou au-dessus d'une grossesse ou d'un accouchement. La grossesse n'est pas une maladie. On ne veut pas perdre la vie en voulant la donner. Donc, si on arrive à perdre la vie en voulant la donner, ça veut dire que la société n'a pas tout fait pour protéger celle qui veut donner la vie que vous avez reçue, la vie que j'ai moi-même reçue. Parce qu'un suivi de grossesse, ça a un coût. Et un coût, parfois, que la classe moyenne, la classe faible de la population ne peut pas assumer. Les personnes défavorisées. Alors, il y a une particularité de cette association, c'est que vous n'êtes pas tous basés à Bruxelles. Non. En Belgique, en général. Non. L'association, vous avez parlé du chef de l'État tout à l'heure, donc lors d'un discours à la jeunesse, il disait ne soyez pas les followers passifs, mais soyez les followers actifs. L'association a été créée en Belgique le 11 juillet 2016, mais les membres de cette association, aujourd'hui avec la technologie, on n'est pas obligé d'être dans la même ville pour créer une association. Bon, les membres de cette association, qui étaient 9 au départ, vivaient déjà dans plusieurs pays différents. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de membres qui vivent dans 10 pays différents. Et on arrive à communiquer parce qu'il y a des groupes WhatsApp. Donc on fait des réunions Zoom et on arrive à tenir des séances de réunion. Bon, les membres on en a en Belgique, on en a en Allemagne, en France, en Suisse, en Roumanie, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et quelques-uns même au Cameroun. Bon, les membres sont dans 10 pays différents. Alors, ça fait 7 ans que vous existez. En 7 ans, vous avez certes un bilan élogieux, mais aujourd'hui, vous êtes au Cameroun pour une campagne. Quels sont les grands axes de cette campagne? Oui, merci de parler de notre ancienneté, de ce bilan. J'ai parlé tout à l'heure du plan Monique qui avait bénéficié à 106. Le plan Monique qu'on a mis sur pied a bénéficié à 113 femmes. Et nous avons 100 bébés qui sont déjà nés grâce à ce programme. Comme nous mettons aussi des enfants à l'école à travers le plan Monique, parce que la sous-instruction est une conséquence, est une cause de la mortalité maternelle. Nous avons fait plus de 500 scolarisations d'enfants. Nous avons aussi ouvert à Douala une boutique solidaire qui s'appelle le Fou de Cœur Market. C'est une boutique où toute personne vulnérable, toute personne qui n'a pas des moyens, des enfants de la rue, des déplacés de la guerre, les enfants des orphelinats, peuvent venir chez faire des courses, prendre des vêtements, des habits, des chaussures, pour pouvoir s'habiller dignement. Donc voilà un peu quelques-unes de nos actions. On a aussi
dans le cadre du Covid, mener des actions contre la pandémie dans plusieurs orphelinats. Aussi, quand les filles ont été vendues en esclavage au Koweït, elles ont fait des vidéos pour se plaindre sur les réseaux sociaux en pleurant. Nous avons contacté ces filles-là, pas pour les juger, parce que quand une personne souffre, on ne doit pas juger une personne qui souffre. Quand une personne souffre, quand une personne a le genou à terre, soit vous l'aidez à se relever, soit vous le taisez. Moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je m'engage dans un combat comme celui-ci. Parce que toute personne qui souffre peut avoir une part de responsabilité même dans sa souffrance. Mais en tant qu'un être humain, est-ce qu'on tend la main à la personne qui souffre ou alors on se met dans le jugement? Nous, on a choisi d'assister les personnes qui souffrent, les personnes en détresse. On ne veut pas savoir comment elles sont arrivées là. Il faut d'abord les aider à se relever. La priorité. Alors maintenant, vous parlez de la campagne de santé. Pour revenir sur la campagne de santé, nous sommes là depuis une semaine pour une action qui est la campagne de santé. Parce qu'autour du 8 mars, il faut dire que Monique avait perdu la vie. C'était le 12 mars 2016, soit 4 jours après la journée internationale des droits de la femme. Donc autour du 8 mars, nous on organise toujours un événement. D'abord pour rappeler que c'est la journée internationale des droits de la femme, et pour rappeler que 4 jours après, il y a quand même une dame qui a perdu la vie. Bon, c'était pour nous un double événement. Voilà. Bon, on a donc organisé cette fois-ci une campagne de santé qui était axée sur la consultation gynécologique et dentaire, complètement gratuite, je tiens à le signaler. Et beaucoup de médecins de l'association sont partis de la Belgique pour venir faire cette consultation-là. Le but était de donner la possibilité aux enfants qui n'ont jamais rencontré un dentiste ou aux femmes qui n'ont jamais rencontré un gynécologue d'en rencontrer. Donc il y avait un public cible, les enfants des orphelinats, les enfants de la rue, et puis les enfants d'un centre de personnes handicapées qu'on appelle le MEA, Marche en avant. Donc ces enfants-là, ces femmes-là et ces enfants-là ont été consultés ces jours-ci. Alors nous allons profiter pour regarder ce reportage à propos de cette campagne de 2 jours que vous avez menée. Quoi que l'on dise et fasse, le mois de mars restera dédié à la sacralisation de la femme. L'opportunité pour de nombreuses associations humanitaires de prêter le flanc pour cette noble cause. À but non lucratif et de droit belge et camerounais, l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur n'est pas en reste. Chaque année depuis 7 ans, elle organise dans les grandes capitales du Cameroun une campagne de sensibilisation et de soins dentaires et gynécologie auprès de nombreux enfants défavorisés de la capitale. L'objectif étant de rendre le sourire à ces populations fragiles. Nous sommes venus cette année-ci pour une campagne de santé gynécologique et dentaire. Il faut préciser que totalement gratuit parce qu'il était question de donner accès aux personnes vulnérables, aux personnes qui n'ont pas souvent l'habitude de voir un spécialiste, de pouvoir avoir accès et d'être soignées. L'humanitaire et le social étant les principaux axes de travail, l'association Les Enfants de Monique, les Fous de Cœur, s'honore à travailler avec certains orphelinats. Là, les patients arrivent par groupe, parfois de 10 ou de 20. Ils sont directement conduits à la salle d'attente qui se trouve au rez-de-chaussée. Et une fois sur place, on les enregistre. Nous avons des petits carnets, dont ceux qui ne sont pas venus avec leurs carnets, on leur remet des carnets dans lesquels on note le nom, les antécédents médicaux et le nom du centre d'où ils viennent. Et une fois qu'ils sont enregistrés, on va voir s'il y a des dentistes ou bien des postes de travail disponibles et on va les chercher un à la fois en fonction de la disponibilité des dentistes. On les conduit dans les cabinets qui se trouvent ici et là, il y a 10 postes de travail et on les prend au fur et à mesure. Un travail délicat et sensible sous l'œil avisé de cette dizaine de médecins en provenance de la diaspora. La plupart des gens mettent des cure-dents par exemple dans la bouche et il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'est pas bon pour eux. Il y en a qui pensent que c'est une façon de nettoyer, d'aller mettre des cure-dents. Mais une anecdote, lorsqu'un petit morceau de bois va rester entre deux dents, ils ne le savent pas. Donc ils ne savent pas aller le chercher et ça détruit quelque chose qu'ils ne voient pas. Et donc il y a beaucoup de petits trucs que les patients devraient apprendre à faire sans avoir peur. Les dentistes ne font pas tous mal. Les dentistes parfois ils regardent, ils sourient et puis ils parlent gentiment sans avoir fait mal. Une campagne de cet ordre nécessite un encadrement logistique important, logistique apporté ici par une bénévole avertie. Lorsqu'on parle d'œuvres humanitaires, ça regroupe beaucoup d'énergie.
en ressources humaines, en finances et en soutien. Donc, lorsque ce genre d'initiative se met en branle, nous pensons que nous avons le devoir de les encourager, surtout qu'ils partent de très loin pour venir aider les gens comme nous qui n'avons pas d'autre soutien ailleurs que nous-mêmes. Donc on se dit, il faut féliciter l'œuvre et encourager. En 7 ans d'existence et plusieurs campagnes de santé, l'association a eu à encadrer près de 113 femmes et 80 enfants scolarisés, ouvert une boutique solidaire dans la capitale économique, le tout au grand bonheur de notre jeunesse. Un reportage donc sur 2 journées, comme le président l'a souligné, dentaire, gynécologique. Vous êtes pharmacien, comment vous vous sentez dans cette structure, dans ce groupe? Alors, c'est vrai que je suis pharmacien, mais je n'interviens pas dans le groupe uniquement en tant que pharmacien. Donc, je participe pleinement dans le groupe de manière plutôt intellectuelle, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec le président sur les nouvelles directions à donner à l'association. C'est-à-dire que l'association, quand elle a commencé, jusqu'aujourd'hui, quand elle a commencé et à aujourd'hui, on n'avait pas forcément la vision qu'on a aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que continuellement, on est en train de réfléchir, on est en train de s'interroger, est-ce que ce qu'on fait c'est bien, est-ce que ce qu'on fait c'est assez, est-ce que la direction que nous avons prise est la meilleure, et donc voilà. Dans l'association, voilà comment moi j'interviens en fait. C'est-à-dire qu'après maintenant, s'il y a possibilité de donner des médicaments, ça aussi, je peux le faire. Alors quand vous êtes arrivé ici, j'ai envie de savoir quel accueil, c'est vrai depuis 7 ans que vous faites, ça c'est la 2e grande campagne que vous mettez en place, quel accueil, je ne vais pas parler de ceux qui reçoivent, les autorités en place, en charge de ce secteur. Comment est-ce qu'ils vous accueillent et quel regard ils ont sur vous? Oui, voilà, pour cet événement, justement, je voulais en profiter pour remercier déjà vraiment profondément monsieur l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, qui nous a et son épouse, qui nous ont accompagnés vraiment pleinement dans cette campagne de santé-là, surtout l'épouse de Madame Verle, l'épouse de l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, qui nous ont accompagnés dans cet événement-là aussi. Et je remercie aussi l'ambassadeur du Cameroun en Belgique parce que quelques jours avant notre voyage, nous avons eu un entretien avec lui. Bien qu'on a attendu 3 ans pour le rencontrer. C'était pour la bonne cause. Ouais, c'était pour la bonne cause. Bon, voilà. On a rencontré quand même un diplomate très ouvert, très attentionné et qui nous a ouvert grandes portes. Donc, et pour ce qu'on fait depuis 7 ans, c'est très, très encourageant. Ben, c'est vrai qu'au niveau de notre société, on arrive à rencontrer des autorités très très ouvertes qui font tout ce qu'il faut à leur pouvoir pour nous faciliter les choses, mais malheureusement aussi, ce n'est pas toujours le cas et on espère que ça va s'améliorer. Donc, je remercie le centre Savi, c'est un centre dentaire qui nous a offert les locaux, qui a mis à notre disposition des locaux et des médecins pour accompagner des dentistes, pour accompagner ceux qui sont venus de la Belgique. Et bon, maintenant, l'accueil des enfants, on était très émus parce que on voyait des enfants qui étaient très contents parce qu'ils devaient rencontrer un médecin et puis ils avaient des gamelles pour eux. Il y avait des gamelles pour les flatter un peu parce que des fois c'est un peu dur. Surtout quand un enfant sait qu'il va se faire arracher les dents. Voilà. Les enfants étaient paniqués. Et il y avait des femmes de la rue qu'on a consultées. Je me souviens, il y a une dame que le docteur Kamtoufos Autrichien a rencontré, notre gynécologue a rencontré. Elle était à 5 mois de grossesse. Elle n'avait jamais rencontré un gynécologue. Bon, c'était la première fois qu'elle rentrait en contact avec un gynécologue. Ça lui faisait vraiment plaisir. Ça se voyait qu'elle était émue. Ces enfants, ces personnes qu'on a consultées étaient émues. On était fiers de les voir émues. On partageait leur joie. Mais quand même, on avait une part de tristesse, c'est qu'on pouvait percevoir, venant de la diaspora, on pouvait percevoir sur leur aspect physique une part de leur souffrance. C'était très prévisible. Et des fois, on a le sentiment que ce qu'on fait, bien que ce soit loyal, reste toujours insuffisant. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut faire pour aller le plus loin possible?
J'aimerais même profiter de votre plateau pour interpeller nos autorités. Toute action, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit humanitaire, si elles doivent se développer et s'étendre, elles ont besoin du soutien, non seulement des âmes de bonne volonté, mais surtout du soutien des autorités. Si on n'a pas ce soutien-là, il est difficile d'aller très de sauter. C'est la raison pour laquelle le top management de la chaîne républicaine a bien voulu dédier une émission entière à la diaspora. C'est une très bonne initiative et vraiment, je félicite les administrateurs, le directeur de la chaîne Camdis qui a vraiment voulu que ce programme-là existe. Je pense que c'est un programme important et utile, non seulement pour notre diaspora, mais aussi pour notre pays. Tout à fait. Le Cameroun doit compter énormément sur sa diaspora. Elle est grande, elle est compétente, elle est très qualifiée et on attend que les opportunités comme ça. Par contre, j'aimerais revenir sur l'une des questions que vous avez posées à Jules concernant les retours qu'on a, par exemple, par rapport aux bénéficiaires des aides qu'on leur apporte. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux et étonnant qu'on observe souvent chez les gens. Parfois, les gens sont réticents suite à l'aide que nous voulons leur apporter parce que nous sommes africains et donc ils ne croient pas en ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'ils ont toujours tendance à penser que derrière, il y a quelque chose de pas très clair, de pas très net. Et donc voilà, nous rencontrons aussi ces difficultés-là. C'est-à-dire que même les bénéficiaires, parfois, sont réticents. Ils sont réticents à quoi? À recevoir ce que vous leur donnez? C'est-à-dire que... Ou l'approche? Je ne pense pas que ce soit l'approche en fait. Je crois que c'est plus un manque de confiance parce que il y a une de nos bénéficiaires à qui le président avait posé la question. Ok, elle a accepté notre aide finalement. Cependant, le président lui a quand même posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu as hésité d'abord avant de venir vers nous. Elle a donné ses raisons. Elle avait peur, elle croyait qu'il y avait de la sorcellerie ou des choses comme ça, donc elle n'y croyait pas. Et après, le président lui a demandé, est-ce que si c'était des Européens, tu l'aurais accepté directement? Elle a répondu naturellement oui. Donc notre société ne comprend pas très bien c'est quoi la générosité. Et donc du coup, on a cette double difficulté-là. Comment vous réussissez à briser cette glace? On ne réussit pas. C'est juste que nos actions parlent, nos actions témoignent pour nous et que on sait que la glace va complètement se briser avec le temps. Elle a bien raison quand elle dit ça. Il y a des gens qui ont refusé notre aide parce qu'ils nous prenaient pour des sorciers. C'était parce que ce que nous on fait, les gens ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Il y a une dame qui avait perdu son mari. Le mari l'a laissé veuve avec 7 enfants. Au départ, on a voulu l'aider à scolariser un de ses enfants. Elle vient de Douala. Après, on a changé d'avis, puisqu'on a eu des rentrées de fonds, avec la possibilité de mettre les 6 enfants à l'école. Mais quand on a décidé de mettre les 6 enfants à l'école, elle a pris peur. Elle s'est dit, mais on l'appelait, elle ne prenait plus le téléphone. Moi, j'ai un ami, l'enfant, le petit-fils d'une amie à ma mère, qui a perdu ses parents, qui a arrêté l'école. Et moi, je ne pouvais pas l'aider parce que je n'ai pas les moyens pour aider tout le monde, pour aider les gens de mes fonds propres. Je lui ai dit, mais j'ai une association qui peut t'aider à continuer les études. Il faisait la classe de première. Et quand je lui ai proposé ça, depuis quand je vais au village, il me voyait mais vite seulement. On lui a dit que je suis dans une association. Bon, il y a les gens, je ne sais pas, c'est une question espèce de suspicion. Mais je pense que nous n'arrivons pas à comprendre. Légitime. Parce que ce que nous on fait, c'est rare. Il faut dire que c'est rare. C'est pour ça qu'on s'appelle des fous de cœur. Je vous ai parlé des filles qu'on avait vendues en esclavage au Koweït. Quand on a pris contact avec elles, on a posé la question, avez-vous des laissés-passer? Elles ont dit oui. Filmez, vous nous envoyez. Elles ont filmé, elles nous ont envoyé. On ne sait pas poser des questions. On a acheté un billet d'avion. On a envoyé par WhatsApp à ces filles-là pour qu'elles rentrent au Cameroun. Il y a les télévisions ont fait des reportages là-dessus. Quand une femme est enceinte, la dernière bénéficiaire du plan Monique, Stéphanie, qui a accouché à la Cantini, elle a accouché par césarienne, elle a fait une éclampsie, elle a fait des semaines de 3 jours en réanimation. Elle nous a coûté très très cher, près de 100 000 francs. C'est l'un des cas les plus onéreux que nous avons connus d'ailleurs. Au départ, elle avait peur de voir que ce sont des Africains qui peuvent l'envoyer dans un hôpital
payer tous les frais pour qu'elle accouche simplement avec dignité et qu'elle retourne à la maison. Parce que pour nous, la souffrance de notre peuple, c'est la nôtre. On ne peut pas vivre dans une société où on individualise la souffrance. Hier, quand nous on faisait le débriefing avec notre équipe, après les consultations, après la journée de campagne de santé, il y a l'une de nos membres qui a dit une phrase: il ne faudrait pas que la bonté devienne quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit un truc de ce genre. Bon, la générosité, la bonté ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. Si la générosité et la bonté, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire que nous sommes dans une société qui est en train de se détruire. Et chez nous, la bonté, la générosité devient quelque chose d'extraordinaire, au point où on se méfie de ceux qui mènent une action uniquement au nom salutaire, au nom de la dignité humaine. Moi, j'ai plusieurs fois des gens qui me posent la question, mais qu'est-ce que tu gagnes en le faisant? Tout à fait, c'est une question qui Et moi, je réponds toujours simplement, il y a des gens qui sont battus pour notre pays au point de donner leur vie. Moi, je ne donne pas ma vie, je donne un peu de mon temps et un peu de mon argent. Vous pensez que je paie plus cher que les autres? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé depuis que vous êtes dans ce groupe assez homogène d'ailleurs, et qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire? Alors, ce qui est extraordinaire dans ce groupe, en fait, c'est la stratégie qui a été mise en place dès le départ par le président. C'est-à-dire que il faudrait que dans le groupe, il n'y ait que des personnes qui partagent à peu près les mêmes valeurs. C'est-à-dire que les gens pour qui la vie humaine compte énormément, les gens qui ont de l'amour pour leur prochain, les gens généreux, les gens qui ne restent pas indifférents face à la souffrance. Et donc, dans le groupe, en fait, on a à peu près tous ces mêmes valeurs. Et quand on partage les mêmes valeurs, travailler ensemble, c'est très facile. C'est très facile. Et donc, quand il y a une question sur laquelle il faut prendre une décision, les décisions se prennent relativement vite, parce qu'on a à peu près tous les mêmes valeurs. Ce sont ces valeurs humaines que nous partageons ensemble qui rendent les choses faciles. Ça facilite le fonctionnement, ça facilite les actions. Quand vous regardez par exemple pour la campagne ici, vous avez vu le nombre de personnes qui sont venues. Il y a des gens qui sont là uniquement pour 4 jours. Ils viennent, ils font la campagne et ils repartent parce qu'ils croient au projet. Ils ont envie de le faire. Ça leur permet de se sentir utiles. Alors, l'association est née d'un fait de crise grave qui a ému toute la société. Est-ce que depuis le contact que vous avez avec la famille Monique est un contact permanent? Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous allons, je ne sais pas si on va parler du défilé de mode qu'on organise. Bien sûr. Il faut dire que quand on a créé l'association, le drame, c'était suite au drame de leur maman. Elle avait laissé 3 filles, Denise, Anne et Vénistral, qui, à l'époque du décès de leurs parents, avaient respectivement 16, 13 et 3 ans. Bon, l'une de nos premières actions, quand on a créé l'association le 11 juillet 2016, notre première action était de prendre contact avec la maman de la défunte Monique et lui demander si les enfants vont à l'école. Elle nous a dit non. La première action qu'on a menée, c'était de mettre tous les 3 enfants à l'école. Et depuis le décès de leur maman jusqu'à ce jour, c'est l'association Les Enfants Les Fous de Cœur qui prend en charge la scolarité de ces 3 enfants. Il faut qu'on arrive à sortir des émotions. Ça dit, quand il y a un drame, c'est bien de s'indigner, mais il est encore meilleur d'agir. Alors, il y a une continuité dans ce que nous on fait. Même maintenant, nous organisons à l'ambassade, avec le soutien de l'ambassade de la Belgique, un défilé de mots de solitaire. Le but de ce défilé, c'est montrer un peu les conditions de la femme et essayer de trouver un peu des moyens pour faire vivre notre association. On a invité des femmes qui vont défiler à cette occasion-là. Elles seront défilées comme des mannequins, avec des tenues cousues par des mannequins, pas des stylistes professionnels. Parmi ces femmes, les femmes qui vont défiler sont les bénéficiaires du plan Monique. Et parmi les femmes qui vont défiler, il y a la fille de la défunte Monique. Bon, la famille a été invitée à participer, parce qu'on est en contact la famille permanent. Donc, même qu'il y a une difficulté à l'école, parce qu'on a chassé un enfant pour X ou Y raison, l'enfant nous informe et on intervient. Bon, on intervient. Mais est-ce que la fille aînée est devenue membre de l'association? La fille aînée... Enfin, est-ce qu'elle le souhaite? Bon, membre de l'association. Vous savez, c'est un peu difficile de comprendre un peu. On a des bénéficiaires qui sont là devenus membres de l'association. La fille aînée n'est pas encore indépendante.
Vous voyez, malheureusement, elle aussi, elle est entrée très vite dans la maternité. Tombée enceinte. Oui, et puis elle a dû arrêter l'école de manière précoce pour s'occuper de l'enfant qu'elle a eu, puis d'un deuxième qu'elle a eu. Mais aujourd'hui, elle retourne pour toujours, vous continuez l'encadrement, malgré les 2 enfants, vous continuez on continue l'encadrement parce que là, elle rentre en formation. Cette formation est prise en charge aussi par l'association. Vous voyez? Bon, en fait, quand on aide quelqu'un, c'est pas aider une fois et passer. On essaye au maximum de faire qu'il y ait une continuité. Un suivi. Alors peut-être qu'un jour, quand elle sera autonome, qu'elle pourra se débrouiller d'elle-même, elle deviendra membre de l'association. Les gens que nous on aide, quand on vient en soutien, même pas l'aide, quand on vient en soutien à ces gens-là, le but aussi c'est de répandre une certaine valeur, une valeur de solidarité, parce que quand les gens reçoivent du bien, un jour ils ont toujours volonté, ils ont toujours une envie de retransmettre ce bien-là aux autres. Bon, actuellement, pour revenir à votre question, elle n'est pas encore membre. Je ne pense pas qu'elle en a des possibilités. Non, parce qu'elle est encore dépendante. Mais ses 2 petites sœurs, Denise et Vénestral, vont à l'école, prises en charge toujours à l'association. Alors quand vous regardez, oui, bien sûr, allez-y. Je voulais quand même attirer l'attention des auditeurs sur un point, c'est que l'association de Monique est une association qui est financée entièrement par les cotisations de ses membres et uniquement quelques dons de certaines personnes. Et on n'a jamais demandé une quelconque subvention à un quelconque organisme. C'est dû à quoi? C'était parce que nous avons voulu faire un truc par les Africains, pour aider les Africains, et uniquement géré par les Africains. Alors, est-ce que ce fait-là interdit de demander une subvention, justement dans un pays africain, le Cameroun par exemple? Non. C'est-à-dire que au Cameroun, on ne demanderait pas une subvention, mais on demanderait un soutien des autorités. C'est-à-dire que peut-être, si ça vient du Cameroun, ça avec grand plaisir. Mais c'est parce que notre combat est d'abord idéologique. Parce que si ça vient du Cameroun, ça avec grand plaisir, parce que ça voudrait dire qu'ils ont enfin compris ce que nous venons de plus. Et la chaîne républicaine, on le comprend, la preuve, on dédie un espace entier à des enfants. Ça voudrait dire qu'ils ont... Ce que je voudrais savoir, c'est quel accueil les autorités en charge de ce secteur, quel accueil ils ont fait? Oui, bon, on a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des autorités qui nous ouvrent grandes portes. Par exemple... Là, sur le plan diplomatique, on nous a... Sur le plan vous êtes dans le domaine de la santé et de l'humanitaire. Oui, sur le plan diplomatique, sur le plan administratif, quelques autorités ont ouvert grandes portes, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour vous prendre un exemple, nous avons ouvert à Douala une boutique. Une boutique solidaire en fait. La boutique solidaire. Ça s'appelle les Fous de Cœur Market. Pourquoi cette boutique a été ouverte? Nous filmons toutes nos actions, tout ce qu'on fait, on filme. Tout ce que nous on fait, on filme. Pour avoir des archives. Et alors, il se trouve qu'on a une bénéficiaire qui s'appelle Jeanne d'Arc. Elle a accouché en 2017. C'est la maman du premier bébé du plan Monique. Son fils s'appelle Ethan. Et le jour qu'elle a accouché, on a fait des photos. Elle a commencé à travailler et à s'occuper toute seule de son enfant. Nous avons organisé une conférence en 2019 à Douala, en commémoration de la mort de Monique. On l'avait invitée parce que quand on organise un événement, on invite nos bénéficiaires. Elle était venue avec son fils, qui devait avoir 1 an et demi à l'époque, en 2019. On a encore fait des photos. Et en 2020, après le coronavirus, après la pandémie du corona, elle a perdu son emploi. Elle est venue nous solliciter à nouveau pour qu'on l'aide à mettre son enfant à l'école. On a envoyé une équipe sur place pour scolaariser l'enfant et on a refait des photos. Ça nous fait 3 photos. La photo de 2017, la photo de 2019, la photo de 2020. En observant les 3 photos avec attention, on s'est rendu compte que le pagne qu'elle portait en 2020, le pagne qui était sur elle, c'était le même pagne qu'elle avait le jour qu'elle a couché en 2017. Le pantalon que son fils portait en 2020, c'était le même pantalon qu'il portait en 2019. Le pantalon était devenu très court. Et la robe qu'elle portait en 2020, c'était la même robe qu'elle portait en 2019. Mais seulement, les dentelles s'étaient déchirées. Donc, on voyait le bout de ses seins. La même robe en version guébi. Nous avons réfléchi en disant, il faut qu'on lui envoie quelques vêtements pour aider son enfant. L'une de nos membres, Daniela, qui est en France, a dit, mais elle n'est pas la seule dans cette condition-là. Pourquoi ne pas partir de là et ouvrir une boutique solidaire pour donner la chance à tous les enfants? C'est de là qu'est partie l'idée de la boutique solidaire. Et on a ouvert la première boutique solidaire le 29 avril 2021 à Douala, à Village Marché.
Donc, quand les autorités regardent ça, les autorités de la commune le maire était invité, il n'était pas là personnellement, mais son quatrième agent était là. Quand les autorités regardent ça, ils peuvent se dire, mais comment on peut faire pour avoir 20 boutiques comme ça? Comment vous faites pour arriver à avoir cette boutique? Cette boutique a été scellée 3 fois. 2 fois. Quelle est la raison? Quelle est la raison évoquée de cette fermeture? Pourtant, nous sommes dans l'action humanitaire, humaniste et solidaire. Oui, la raison évoquée, c'est ils sont dans leur droit, il faut quand même le reconnaître, c'est que ça se trouve dans un marché. Voilà, bon, la mairie, ça se trouve dans un marché. Et comme c'est dans un marché, il faut payer certaines taxes. Bon, on écarte le caractère social de nos actions. Les taxes qu'on nous demande de payer, c'est le même taxe que celui qui a sa boutique à côté, qui vend des marchandises, qui fait des bénéfices, doit payer. Parce que nous sommes dans le marché avec lui. Mais il est commerçant, nous faisons du social. Donc, ces autorités auraient pu avoir fait même une clémence administrative pour dire, ben, l'action étant sociale, on peut avoir une clémence administrative pour ces... requalifier, en fait. On peut requalifier ça. Vous connaissez très bien la diaspora. Vous avez vu en France, quelqu'un qui était un sans-papier s'est levé, il a sauvé un enfant qui tombait d'un mur. On ne lui a pas dit, mais tu n'avais pas le droit d'être là. Ce qu'on a fait immédiatement, c'est que, monsieur Téné, vous avez posé un acte d'héros. On vous donne la nationalité. On a reconnu. Bon, quand on pose un acte, c'est la toute première boutique sociale au Cameroun. On s'attendait à ce que nos autorités communales, accompagnent, soutiennent et nous aident même à avoir 10-20 boutiques comme ça. On l'a ouvert en 2021, nous sommes en 2023, nous sommes encore à une boutique. Parce que c'est tellement de bouclage, on n'a pas de facilité pour les tendre. Comment vous vivez ça, le fait de... Vous faites une action solidaire de cette envergure et on la ferme tout d'un coup pour un problème administratif, supposé ou pas? Et c'est très frustrant, parce que c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, si l'État veut nous apporter un soutien, c'est avec grand plaisir que nous allons l'accueillir, parce qu'ils auront enfin compris pourquoi nous nous battons, compris ce pourquoi nous nous battons. Et justement, quand on a des autorités qui scellent une telle boutique, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas compris le bien fondé de la raison pour laquelle nous nous battons. Alors, nous allons regarder un témoignage d'une des personnes de votre équipe qui vous accompagne, notamment en local logistique. J'ai fait la connaissance de l'association Les Enfants Monique parce que, en fait, je les ai rencontrés lors d'une mission humanitaire ou une mission médicale de Dr Camto. Et en fait, j'ai trouvé ça juste incroyable qu'il y avait des hommes qui s'occupaient dans une association du bien-être de la femme et de la santé de la femme. Et donc, ensemble, on a dit qu'on devrait faire une activité autour du 8 mars pour mettre en lumière cette association. J'ai envie de soutenir des gens qui font de belles œuvres et ça me parle. Et je pense que chaque personne a droit à une bonne vie. Et je pense que le moment d'un accouchement, c'est un grand moment. Et quand ça ne se passe pas bien, je pense que les personnes peuvent vraiment être en détresse. Et j'ai trouvé que c'était une très belle cause et j'ai voulu aider que cette association soit plus connue. J'ai voulu être quand même un peu présente aussi pour voir comment ça se passe. Et en fait, ça m'a tellement touchée que les médecins viennent ici et mettent de leur temps que j'ai voulu aider. Et l'ambassade a même aidé en prenant en charge en fait la cotisation qu'ils devraient faire pour pouvoir faire cette campagne. Nous revenons sur ce plateau, nous venons de suivre Madame l'ambassadeur pour tout ce qu'elle apporte, le soutien moral, le soutien inconditionnel de son époux. J'aimerais que l'un et l'autre vous réagissiez. Je vais commencer par vous. Vous êtes pharmacien. Quand une campagne comme celle-ci et quand vous écoutez le témoignage de cette dame que l'on voit brave, qu'est-ce que ça vous évoque? On a été
très touché par le fait que l'ambassade de Belgique au Cameroun apprécie ce que nous faisons. C'est-à-dire que tout de suite, ils ont embrassé le projet, ils ne se sont pas posé de questions. Ils ont mis à disposition un certain nombre de choses pour soutenir l'association. Et franchement, nous, on n'avait pas connu ça avant. On n'avait pas connu ça avant. Un tel soutien sans limite, sans se poser de questions. Elle le dit, elle ne s'est pas posé de questions. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont été fascinés par ce que nous faisons. Et franchement, quand on rencontre ce genre de soutien, ça nous donne encore envie de continuer de mener ce combat. Et vous qui êtes pharmacien, alors, vous soutenez cette opération? Oui, tout à fait, parce que pour de telles interventions, il faut une panoplie de médicaments, et donc voilà, j'interviens là-dedans en tant que pharmacien. Alors, Monsieur le Président, vous avez comme votre collègue, comme votre associé, comme votre membre, écoutez Madame l'ambassadrice qui a évoqué des choses assez précises. En 3 fois, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est sur le soutien, la prise en charge qu'elle a énoncée par son mari concernant le fait que quand on n'est pas inscrit à l'ordre, il y a des frais à payer. Oui, malheureusement, c'est comme elle a dit, nous avons des médecins qui exercent, membres de l'association qui exercent en Belgique. Il y en a même qui sont profs, qui donnent des cours à l'université, qui ont des cabinets privés, qui travaillent dans les grands centres, les meilleurs centres de la Belgique, les meilleurs hôpitaux de la Belgique, mais qui ne peuvent pas exercer au Cameroun. Parce que selon certaines règles, selon certaines réglementations, il faut qu'ils soient inscrits à l'ordre des médecins. Sinon, alors qu'ils doivent s'acquitter d'un certain montant qui doit être 100, je ne veux pas m'avancer, mais si ce n'est pas 100 000, c'est 200 000. Voilà, c'est soit 100 000, soit 200 000. Alors, on a des médecins qui viennent pour consulter gratuitement, qui prennent congé. Ils perdent du temps de travail. Ils payent des billets d'avion. Ils perdent de l'argent pour venir soigner gratuitement des enfants qui n'ont pas accès aux spécialistes. Moi, j'ai grandi ici jusqu'à 25 ans, je n'avais jamais vu un dentiste. Pas parce que je n'avais pas mal à la dent, mais parce que pour voir un spécialiste, ça a un coût. Bon, si vous êtes une femme enceinte, vous habitez dans un village, vous êtes malade, vous allez vous faire consulter par un infirmier. Pour aller voir un gynécologue, il faut aller dans la grande ville. Et pour voir un gynécologue, c'est 10 000, 15 000. Et toutes les femmes n'ont pas ça. Bon, du coup, donc, pour venir soigner ces gens qui n'ont pas accès aux spécialistes, il faut encore payer. Alors, l'ambassade nous a financé ça pour nous. C'est la loi qui le dit. Ce sont des textes qui sont comme ça. L'ambassade a financé ça pour nous. Vous voyez cette dame, Madame Vert, que je remercie beaucoup parce que je tiens à préciser sur votre plateau, nous n'avons pas fait la démarche pour les rencontrer. Ce sont eux qui sont venus vers nous. Ce sont eux qui ont fait la démarche de nous rencontrer. Bon, parce qu'un jour, elle s'est retrouvée dans une nation humanitaire, elle a rencontré un enfant, et en écoutant l'histoire de cet enfant, l'enfant était né du plan Monique. C'était un bébé du plan Monique. Et elle est partie faire les recherches sur l'association, puis elle nous découvre, puis elle regarde un peu notre histoire et découvre ce que nous on fait au fur et à mesure, et elle dit, ben, ces gens-là, ils font quelque chose de formidable, et voilà comment ils décident de nous apporter leur soutien. Bon, ça nous touche beaucoup, ça nous marque, et je la remercie infiniment pour ça, mais c'est quand même curieux, parce que ça fait 7 ans que nous, on mène cette action. L'association a été créée le 11 juillet 2016. Nous sommes en 2023, et la première institution qui nous ouvre dans les portes, c'est l'ambassade de la Belgique. C'est l'ambassade du Cameroun en Belgique, puisque vous avez été aussi l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'il a fait au niveau des visas, par exemple? Oui, non, ça... Quelles sont les facilités qui ont été accordées? Ça, je l'ai remercié tout à l'heure parce qu'on a rencontré l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Il nous a accordé une audience, il a duré, il a été attentif, ça il faut le reconnaître. Il nous a écouté avec beaucoup d'attention, il a donné toutes les facilités, il a fait tout ce qui est à son pouvoir pour faciliter le voyage des humanitaires qui arrivaient, qui devaient partir. Parce qu'il faut dire que certains d'entre nous ont acquis, pour diverses raisons, la nationalité étrangère, que ce soit française, que ce soit belge, que ce soit allemande et tout. Mais il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour nous faciliter le voyage. Notamment en Belgique, il y a quelques temps, je rencontrais l'ambassadeur qui disait qu'il y avait à peu près 6 000 Camerounais en Belgique et près de la moitié avaient acquis la nationalité belge. C'est pas plus mal, puisque même avec la nationalité belge, on reste Camerounais dans l'âme. Je voudrais... 6 000 même, c'est mal compté, hein, parce que si on compte nos enfants, parce que nous comptons, on compte pas les enfants. Ça, ce sont des adultes. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect humaniste et humanitaire. Vous qui êtes... vous êtes pharmacien, comment les pharmaciens, au-delà de votre personne, comment les pharmaciens s'organisent en Belgique pour apporter un appui aux enfants Monique?
Alors, le problème pour le moment en Belgique, c'est que les pharmaciens ne sont pas correctement organisés. On est en train de travailler pour mettre sur pied l'association de pharmaciens camerounais de Belgique. On est juste au début du projet, mais une fois que l'association sera mise sur pied, on pourra éventuellement apporter un soutien beaucoup plus important à l'association des enfants de Monique. Mais cependant, j'en parle autour de moi à quelques collègues et j'espère qu'ils finiront par comprendre que la cause que nous défendons est très bonne et qu'ils vont aussi soutenir l'association. Alors nous allons regarder deux témoignages assez poignants, un gynécologue qui fait partie de l'équipe et une dentiste qui fait partie de l'équipe. Ce qui est quand même assez marquant dans cette catégorie de patients qui sont des personnes vulnérables, c'est que il y a beaucoup de ces jeunes filles qui ont été victimes ou d'une tentative de viol ou de viol franc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez interpellant et je pense que les autorités gouvernatives devraient être plus sensibles à la chose de ces personnes vulnérables et mettre les moyens qu'il faut pour essayer de les protéger. Je connais Jules, le président de l'association Les Faux de Cœur, parce que nous avons fait beaucoup de combats ensemble, nous avons mené beaucoup de combats ensemble. Et lorsqu'il a décidé de fonder cette association, je me suis tout de suite ralliée à lui parce qu'il a des idées un temps en avance sur pas mal de personnes. Et donc, lorsqu'il a décidé que nous devions venir au Cameroun sur proposition de l'ambassade de Belgique au Cameroun pour présenter l'association, pour susciter l'intérêt du peuple, je me suis dit oui, je vais y aller. Je vais y aller parce que c'est notre rôle d'aider notre prochain. C'est notre rôle de dire ce que nous faisons. Nous ne disons pas ce que nous faisons parce que nous avons envie d'être acclamés, parce que nous avons besoin d'être plébiscités, mais parce que nous voulons sensibiliser la population à la souffrance des autres, à la souffrance de l'être humain. Après cette Actu Diaspora, on revient sur ce plateau où nous recevons les membres de l'association Les Fous de Cœur parce que ils sont non simplement fous, intelligents, ils exercent plusieurs activités au Cameroun dans le cadre d'une vaste campagne. C'est pas la première. Avant cette campagne, ils sont au Cameroun depuis 7 ans, boutique solidaire et humaniste. Au niveau des grandes villes, ils essayent de faire de la sensibilisation auprès des personnes démunis. Alors je voudrais remercier particulièrement ici le docteur Camto qui a pu venir malgré le programme chargé, malgré la fatigue. Il a parcouru, il a traversé tous les routes pour arriver. Merci docteur d'être là. Le Cameroun ne peut que nous aller dire, c'est notre pays, on est content d'être là et de faire ce qu'on fait. Alors tout à l'heure on a écouté votre témoignage, mais puisque vous êtes sur le plateau, est-ce que vous pouvez nous le refaire, ce que vous avez vécu durant ces moments intenses de campagne? Alors, tout à fait, donc mon rôle dans cette campagne était surtout sur le volet médical, donc je suis médecin, je suis gynécologue obstétricien, et on a pensé cette campagne cette fois-ci un peu plus grande que les autres que nous avons menées dans le passé, parce qu'en plus des consultations de gynécologie, on a inclus nos collègues dentistes qui sont également des membres de l'association. Et donc, nous avons quand même pu recevoir des centaines, plus de 100, presque 100 dentistes. Ils ont reçu près de 160 personnes. Sur 2 sites différents. Les dentistes étaient sur un site. Ils étaient sur un site au Centre Savi, donc c'est une association également de dentistes camerounais qui travaillent dans tout le Cameroun. Ils vont souvent faire également des campagnes. Donc c'était en collaboration avec l'association Savi. Et les consultations de gynécologie, c'était sur un site. Sur un jour, c'était vendredi, à la clinique Kutenda Médicale en Kolfoulou. Et là, nous avons eu environ 20 patientes qui étaient des pensionnaires essentiellement. Donc 12 à 13 patients venaient d'un centre de malvoyants et non-voyants, dans le centre MEA, qui est pour marche en avant. Qui sont des pensionnaires, certaines j'avais déjà rencontrées dans des campagnes précédentes, et c'était vraiment intense. C'est vraiment intense de voir que des gens qui ont perdu un sens, dont la vue,
développent quand même des capacités extraordinaires d'adaptation et vivent leur vie avec leur handicap en essayant de se débrouiller malgré les difficultés pour s'en sortir. Ils vont à l'école, ils étudient, ils transcrivent les cours en braille, ils apprennent à lire, donc c'est vraiment impressionnant et enrichissant également pour nous de pouvoir entrer en contact avec ces personnes. Nous tenions absolument, docteur, à vous avoir sur ce plateau, malgré le fait que nous arrivions à la fin de cette émission dédiée à la diaspora par la chaîne républicaine CAM10. S'il fallait dire deux choses que vous retenez, qui vous ont marqué, et le souvenir que vous voudriez bien ramener en Belgique, ce serait quoi? La résilience des gens, leur capacité d'adaptation malgré les difficultés et de vouloir s'en sortir. C'est-à-dire les Camerounais, malgré la difficulté, ont une grande capacité de pouvoir rebondir toujours et réussir à trouver une solution aux problèmes qui se trouvent. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends au quotidien, j'apprends chaque fois que je viens au Cameroun pour une activité. Et ça, c'est quelque chose d'enrichissant. Merci mille fois, merci à vous d'avoir suivi cette émission sur la chaîne républicaine CAM10 TV, dédiée essentiellement à la diaspora. J'en profite pour remercier le top management de CAM10 pour avoir accepté ce projet. Et monsieur le directeur, vous pouvez compter sur la diaspora, elle saura vous le rendre. À vous qui nous avez suivis dans vos chaumières, merci d'avoir été là pour écouter cette diaspora que l'on qualifie parfois dont on ne comprend pas. La diaspora camerounaise est une valeur sûre pour le Cameroun et la chaîne républicaine qu'est CAM10 a accepté de lui prêter le champ. Merci, bonsoir et à la prochaine.